Bonjour à tous, nous allons attendre encore quelques secondes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois au webinaire de l'OMS, donc du réseau d'information sur les épidémies. Le sujet d'aujourd'hui, les données probantes pour l'impact, faire avancer les ripostes centrées sur les communautés face à la Mpox. Avant de commencer cette session technique, j'aimerais vous informer que cette session est enregistrée. L'interprétation est assurée vers le français. Si vous allez au bas de votre écran Zoom, vous avez une icône en forme de globe. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Alors, comme toujours, dans le cadre de ces webinaires EpiWin, nous aimons beaucoup vous entendre. Ainsi, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. N'hésitez pas à partager vos observations. Mais si vous avez des questions pour les intervenants, merci de les inscrire dans la section questions et réponses, de façon à ce que l'on puisse les suivre et que l'on ne manque aucune de vos questions. Encore une fois, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Et sur ce, je donne la parole au docteur Nina Gobat, administratrice technique, qui a été à la tête de ce travail avec sa collègue Catherine pour l'élaboration de ces orientations. C'est l'experte technique et c'est elle qui va diriger la session technique. À vous, Nina. Merci beaucoup, merci Supriya et à tous, bienvenue. Bonjour, où que vous soyez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet extrêmement important pour nous à l'OMS. Il s'agit vraiment de placer les communautés au cœur du travail que nous réalisons pour faire face aux urgences de santé publique. Nous avons trois objectifs. Premièrement, nous voulons vous présenter les nouvelles orientations de l'OMS sur ce sujet. Deuxièmement, nous voulons entendre quels sont les défis. Comment est-ce que nous avons élaboré ces orientations? Nous avons entendre les intervenants, mais comme l'a dit Soupriya, nous aimions aussi vous entendre. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos commentaires dans le chat. Et troisièmement, nous voulons partager quelques ressources et quelques outils pratiques, opérationnels qui ont été mis en place pour mettre en œuvre ces orientations et nous allons vous indiquer comment vous pouvez rester en lien avec les communautés à la fin du webinaire. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de donner la parole à nos intervenants pour les allocations liminaires, Monsieur Jérémy Farrar et Dr Nedret Emiroglu, qui dirige les capacités essentielles pour les urgences sanitaires. Dr Jérémy Farrar, vous avez la parole et vous serez suivi du Dr Nedret. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, où que vous soyez. Merci de nous rejoindre. Nous traversons une période très difficile. Où que vous soyez, je dois me forcer à regarder les informations chaque matin. Nous traversons une période de perturbation considérable. Et bien sûr, on le ressent dans tous les pays, mais plus encore dans les milieux vulnérables. Ainsi, nous pensons à toutes les personnes qui nous rejoignent, nous pensons à vos collègues, à vos familles, à tous ceux qui sont confrontés à une série de crises, ces crises actuelles, et confrontés à la situation géopolitique que l'on observe tous les jours. Alors, deux commentaires que j'aimerais faire, si vous me le permettez, avant de donner la parole aux autres intervenants. J'aimerais tout d'abord partager quelque chose que l'un de mes grands mentors et l'une de mes grandes icônes que, qui m'a soutenu, qui m'a conseillé, un individu appelé Assi. Vous êtes nombreux à le connaître,
Peut-être que vous avez travaillé avec la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, et je pense qu'il dirige maintenant l'école de médecine tropicale. Et il m'a dit quelque chose il y a une dizaine d'années maintenant. Je me rappelle là où je me trouvais lorsqu'il me l'a dit, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de profondeur. Et il m'a dit tout simplement, tout commence et tout se termine avec une communauté. Et je pense que si l'on place cela au cœur de tout ce que nous faisons, en santé publique, en médecine clinique, face aux crises d'aujourd'hui, au sein de nos familles, de nos communautés, de nos organisations, dans notre travail, si nous faisons cela, eh bien, je ne pense pas que l'on soit trop loin du droit chemin. Merci encore, merci pour vos commentaires. Je me rappelle où je me trouvais, je me rappelle de ces paroles qu'il m'a dit. Et ces paroles sont restées avec moi jusqu'aujourd'hui. Deuxièmement, j'aimerais relever quelque chose de très important. L'OMS a un mandat, des fonctions essentielles. Et on essaye vraiment de définir cela pour aujourd'hui et pour demain. Mais ces lignes directrices, la fonction normative de l'OMS sont essentiellement une perte de temps, à moins que cela ne soit ancré au sein des communautés, à moins qu'il y ait un retour, un feedback, de façon à ce que ce soit un travail vivant, dynamique. Et il faut que cela soit contextualisé. Et cette boucle de rétroaction, y compris ce webinaire, est essentielle en ce sens. Voilà, merci beaucoup. Et vraiment, il faut ancrer le travail normatif de l'OMS dans la réalité de notre monde. Je pense que c'est un enseignement essentiel qu'il nous faut tirer et j'espère que ce sera au cœur de ce webinaire. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, comme toujours. Nina, je vous rends la parole. Ou en tout cas, allons de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour ces mots très forts que nous apprécions beaucoup. Docteur Nedret, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup, Jérémy. C'est ce avec quoi j'allais commencer, c'est notre devise au sein du département pour les urgences sanitaires de l'OMS. Les communautés sont au centre. Tout commence au niveau des communautés et se termine au niveau des communautés. C'est une devise très importante, c'est un grand message que nous aimerions transmettre. Nous voulons que les communautés soient intégrées dans tous les aspects des situations d'urgence sanitaire, que ce soit la prévention, la préparation, la riposte, l'intervention, la reprise face aux menaces sanitaires. Et ça, c'est une indication. Et c'est lié à notre stratégie. Comme l'a dit Jérémy, l'OMS élabore des normes, des lignes directrices. Mais c'est quelque chose de spécifique qui tient compte des contributions, des réalités en termes de euh, comportement, de société, différents éléments qui ont un impact sur les urgences sanitaires et la manière dont on peut riposter face à une urgence sanitaire. Donc, je suis très heureuse que l'on puisse réaliser ce travail collectif qui est mené par le programme OMS pour les situations d'urgence sanitaire. Nous avons travaillé étroitement avec l'équipe de la déontologie. Nous avons également travaillé avec plus de 170 experts qui ont participé à l'élaboration des orientations. Il s'agissait d'un large éventail d'individus, d'experts qui amènent différentes expériences, des personnes du terrain, des partenaires opérationnels, des chercheurs, la société civile, etc. Je me réjouis, j'ai hâte de vous entendre et je suis certaine que ce travail de grande qualité
adéquat sur le plan de la déontologie, fondé sur des données probantes, se poursuivra. C'est important pour la messe et dans le même temps, il faut entendre les communautés, observer leur contexte, leurs besoins et les prendre en considération. Voilà, donc c'est une tentative ici de poursuivre ce travail avec ces objectifs à l'esprit. Nous allons apprendre les uns des autres et de cette manière, nous pourrons renforcer notre travail à l'avenir. Merci à tous, merci à tous les intervenants, merci pour votre bon travail, merci à toute l'équipe. Nina, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Nedret. Ces commentaires sont très importants et en effet, il s'agissait donc d'un processus collaboratif. Plus de 170 personnes, comme vous l'avez dit, qui ont participé à l'élaboration de ces orientations et nous allons parler davantage de ces personnes. Mais voilà, pour ceux qui participent à ce webinaire, je vous invite à accéder au document, à le consulter et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Mais tout d'abord, nous aimerions vous entendre. Alors, je vais donner la parole à Supriya qui a une question sur Slido qui nous permettra de comprendre votre expérience en matière de recherche sociale et comportementale. Merci beaucoup, Nina. Comme toujours, nous aimons vous entendre. Merci de répondre à cette question sur slido.com, hashtag 1594309. Donc slido.com, hashtag 1594309. Vous pouvez aussi scanner le code QR que vous voyez à l'écran et nous dire quelle a été votre expérience lorsque vous avez utilisé la recherche sociale et comportementale face à des urgences de santé publique. Les premières réponses arrivent, fantastique. Slido.com, hashtag 1594309. Quelle est votre expérience dans l'utilisation de la recherche sociale et comportementale dans les urgences de santé publique? Nous aimerions encore un peu plus de réponses, s'il vous plaît. Un tiers des participants l'ont utilisé pour éclairer des programmes ou des stratégies, pour soutenir d'autres personnes aussi. Je vous invite donc à aller sur slido.com, hashtag 15 94 309. Même si vous n'avez pas travaillé dans ce domaine, vous pouvez aussi l'indiquer. Nous aimerions en savoir plus sur vous. Voilà, donc nous avons 23% de répondants 24% qui l'ont utilisé pour éclairer les programmes, stratégies de riposte. Nombre d'entre vous n'avaient pas utilisé ce type de recherche. Ce sera donc utile pour vous d'en savoir plus. Voilà, je vais cesser de partager mon écran. Mais le sondage Slido est toujours ouvert, donc vous pouvez continuer de répondre pendant le webinaire. Je vais juste arrêter de partager mon écran, mais vous pouvez aller sur slido.com, hashtag 1594309. Merci. Nina, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Sopriya. C'est fantastique d'avoir une idée de votre expérience dans l'utilisation de cette recherche. Peut-être, je préciserai qu'on utilise le terme recherche de manière très large. On parle de données probantes scientifiques qui peuvent être utilisées pour les interventions face aux urgences de santé publique. Bien souvent, les données probantes sont intégrées dans le travail de riposte. Donc, par exemple, il y a des évaluations qualitatives rapides ou des sondages rapides, des études rapides. Ça, c'est plutôt dans le contexte de données opérationnelles qui sont recueillies pour renforcer la programmation. Donc, c'est un peu différent de la recherche plus formelle qui peut être faite au sein des universités. Les orientations
provisoire inclut les activités quotidiennes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que l'on peut utiliser les preuves et les données pour éclairer les interventions de santé publique immédiates. Ce n'est pas pour dire que d'autres formes de recherche qui peuvent éclairer des ripostes futures ne sont pas utilisées, mais l'idée, c'est comment est-ce que l'on peut veiller à ce que nos interventions sont fondées sur des données et permettent de recueillir des données sur les expériences des personnes qui sont touchées par la Mpox. Voilà donc ce que l'on voit dans de nombreuses ripostes à des urgences sanitaires. Nous avons besoin de plus de preuves sur les expériences vécues, sur ce que font les communautés, ce dont elles ont besoin et quelles sont les solutions qu'elles amènent de façon à ce que les interventions de santé publique soient plus intégrées et mieux centrées sur les communautés. Il y a beaucoup d'activités, en particulier concernant la Mpox, qui sont liées à ce travail. Il y a beaucoup d'équipes qui réalisent ce type de travail, mais on voit qu'il y a beaucoup de variations dans la pratique. L'objectif des orientations, c'était de définir des normes pour ce type de travail. Un élément essentiel inclus dans les orientations, c'est l'utilisation des données probantes. Il faut que les données probantes puissent atteindre les décideurs et pour qu'ils puissent les utiliser pour justifier donc leurs approches. Et c'est ce dont on parle quand on parle de placer les communautés au centre. Il s'agit de veiller à ce que ces données probantes représentent les nombreuses communautés qui sont touchées par la Mpox. Voilà, donc ce sont des orientations fondées sur des principes. L'idée, c'est qu'on a vraiment ancré ces orientations dans la pratique. Il y a beaucoup de cadres liés à l'éthique, il y a beaucoup d'orientations qui ont été rédigées au niveau international, qui ont impliqué beaucoup de gens, avec beaucoup de réflexions, mais qu'est-ce que cela signifie? La recherche en situation d'urgence, parce qu'il y a beaucoup de défis très spécifiques liés à la recherche dans des contextes très dynamiques. On veut des données de bonne qualité qui soient fiables. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi là-dessus. On a commencé ce processus en réfléchissant à qu'est-ce qui existe, sur quoi est-ce que l'on peut s'appuyer. Et bien que ces cadres se sont penchés sur ces grandes questions, sur la recherche des données probantes, bien souvent la composante communauté manquait. Et donc ça, c'est la lacune qu'on essaye de combler. Comme nous l'avons dit, les orientations ont été mises sur pied rapidement. Ça s'est fait sur 4 mois à partir du mois de novembre de l'année dernière. Mais on a un processus d'assurance qualité rigoureux qu'il nous a fallu suivre pour l'élaboration de ces orientations. Nous avons fait cela notamment en travaillant avec de nombreuses parties prenantes. Nous avons donc commencé avec l'examen des données factuelles. Nous avons mené une étude pour comprendre les besoins des personnes donc, qui intervenaient face à la Mpox, quels étaient leurs besoins de données factuelles. On a aussi organisé une grande réunion à Kinshasa l'année dernière. Nous avons un rapport de cette réunion et nous allons fournir le lien vers ce rapport de la réunion en anglais et en français. Nous avons également travaillé avec un groupe d'experts et nous avons organisé des consultations, notamment une consultation avec la société civile, pour entendre la voix de la société civile. Il s'agissait donc d'un processus collaboratif qui a donné lieu à ce document qui couvre 4 grands domaines. La planification, la conception, la réalisation, quelles sont les questions, comment ces questions permettent d'améliorer les interventions en matière de santé publique, la mobilisation des parties prenantes, quels sont les différents groupes qui doivent être mobilisés. Les communautés sont centrales, il nous faut également impliquer d'autres parties prenantes, des partenaires opérationnels, des décideurs, des personnes qui travaillent au sein des comités éthiques, etc. Il est également question des pratiques sur le plan éthique. Tout ce travail ne doit pas toujours passer par une surveillance éthique. Mais ce travail, même s'il n'y a pas eu d'examen sur le plan éthique, il faut que la pratique sur le terrain soit éthique. Si les données ne sont pas recueillies sans tenir compte de la confidentialité, le respect de la vie privée et la protection des données, cela peut causer du tort. Il est également question de la protection du partage des données et enfin les orientations
porte sur le niveau plus large. Comment est-ce que l'on peut veiller à ce que ces données probantes soient disponibles en temps voulu et comment faire en sorte que les informations soient accessibles et utilisables en temps opportun. Pour ce qui est de la mise en œuvre des orientations, nous avons 12 outils opérationnels que nous allons partager à la fin de cette session. Nous avons également une communauté de pratique qui a été mise en place sur notre plateforme Hive de l'OMS. Je vous donnerai des informations sur comment vous pouvez rejoindre cette plateforme si vous souhaitez rester impliqué dans cette conversation au-delà de ce webinaire. À ce stade, j'aimerais présenter nos intervenants qui ont tous été impliqués à différents moments de l'élaboration des orientations. J'aimerais les entendre, les inviter à faire leurs commentaires sur les défis qui peuvent être traités. Donc j'aimerais demander à nos intervenants d'allumer leur vidéo. Bienvenue à César Azouba Mombouza, coordonnateur de l'organisation de société civile, le réseau congolais des chefs religieux qui vivent avec le VIH-Sida ou sont personnellement touchés par le VIH-Sida. César, bienvenue. Merci d'être avec nous. Le deuxième intervenant est le docteur Ferdinand Nsengimana, chercheur au sein de l'Institut national de santé publique au Burundi, un pays qui, bien sûr, a été touché par cette urgence de santé publique de portée internationale avec cette CLAD, donc qui a donné lieu à cette urgence sanitaire. C'est un pays qui est nouvellement touché suite à cette urgence sanitaire. J'aimerais également présenter le docteur Gillian Mackay, conseiller en recherche, qui va nous donner sa perspective, qui vient d'une organisation qui a joué un rôle essentiel, notamment pour ce qui est du financement de ce travail. J'aimerais donc vous demander d'allumer à chacun vos caméras et de nous rejoindre. Merci beaucoup, César. Je vais commencer avec vous. Nous avons beaucoup parlé de l'importance des communautés et du fait de les placer au centre. Nous avons parlé de la recherche et de la riposte. Pourquoi est-ce que c'est important de votre point de vue? À vous. Et merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez encore, parce que nous étions ensemble pendant la télé. Comme vous venez de dire, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que, vous savez, les membres de la communauté vivent au cœur des problématiques qu'elles rencontrent. Les membres de la communauté connaissent très bien à identifier les besoins spécifiques, les priorités et leurs défis. Et il les identifie d'une manière précise. C'est pour cela que c'est important que la communauté puisse être impliqués, puissent être engagés parce qu'ils comprennent à profondeur les besoins locaux. Ça, c'est très important d'impliquer la communauté. Mais aussi, la communauté doit être impliquée. Pourquoi? Parce que la communauté, quand on les implique, ils développent des solutions qui sont susceptibles de répondre aux réalités réelles, aux réalités locales. Souvent, les chercheurs sont au-dessus de ce que la communauté est. Ils viennent avec leur compréhension des choses. Ils viennent avec la façon de voir les choses. Mais lorsque les chercheurs intègrent dans leur façon de voir les choses, que ce soit dans la communauté de pilotage, que ce soit dans toutes les étapes, ils intègrent la communauté et la communauté, tellement qu'ils connaissent leurs problèmes, les solutions qui seront données, ça sera une solution acceptée et une solution qui sera une solution locale adoptée. C'est très important que nous puissions intégrer la communauté. Mais pourquoi c'est important encore? C'est important parce que ça donne à la communauté le goût d'appartenance. C'est-à-dire que lorsque la communauté est impliquée, la communauté se sent propriétaire des résultats qui vont sortir. La communauté se sent motivée. Et les solutions qui seront proposées, la communauté sera capable, sera prête à répondre. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, l'impact nous a montré qu'il y a un certain groupe membres de la communauté qui sont touchés d'une manière disproportionnelle. Et c'est important que lorsque vous voulez travailler, par exemple avec la communauté des personnes vivant avec le VIH-Sida, par exemple avec la communauté des professionnels des sexes, par exemple avec la communauté des hommes qui ont les rapports sexuels avec les hommes, s'ils ne sont pas impliqués,
Lorsque vous amenez une solution qui vient d'ailleurs, souvent la communauté font obstacle à cette solution-là. C'est pour cela que c'est important. Parce que la communauté, si c'est impliqué, la communauté permet à la recherche d'avoir une adaptation locale. C'est vraiment important. Mais c'est important aussi pourquoi? C'est important aussi parce que ça renforce l'appartenance. C'est-à-dire que la communauté se sent propriété des résultats, mais aussi ça montre la durabilité dans les changements. Lorsque la communauté est impliquée, il s'approprie le processus, il s'approprie le résultat et ils mettent en œuvre les recommandations. Et ils sont prêts que ces recommandations-là, ces résultats-là puissent être perdurés dans la société. Voilà, ces éléments-là montrent que c'est très, très, très important d'engager la communauté. Et même les termes que vous avez employés dans les documents, c'est un terme très capital. Mais aussi, lorsque la communauté est impliquée, ça fait partie des renforcements des capacités locales. Vous savez, si vous êtes dans une recherche et que vous utilisez la communauté, par exemple, comme chercheurs juniors, comme des enquêteurs, comme des superviseurs, ça renforce les capacités de la communauté. Et ça donne à la communauté euh, leur propre développement de travail. C'est important. Mais aussi, l'implication de la communauté permet d'améliorer les résultats, la collecte des données. Par exemple, dans mon pays, on a fait une enquête, c'était pour cartographie de la société civile, mais spécifiquement des populations clés. Et on était parti dans une région où le responsable des zones de santé nous a dit qu'ici, il n'y a pas des hommes qui ont le rapport sexuel avec les hommes. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'on avait utilisé les gens qui n'étaient pas de la communauté. Et comme ils n'étaient pas de la communauté, la communauté s'est mis comme obstacle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir d'une manière facile les hommes que le rapport se avec des hommes dans certaines communautés parce qu'il y a la stigmatisation. Mais lorsque vous intégrez la communauté et que la communauté est impliquée et que la communauté travaille pour collecter les informations auprès de leurs pairs, les informations que vous allez collecter, ça sera des informations fiables, ça sera des informations qui seront représentatives. Et c'est très, très important que nous puissions impliquer la communauté, que la communauté puisse être engagée à tous les niveaux, que ce soit pendant la conception des problématiques, que ce soit pendant le développement des questionnaires, que ce soit pendant la collecte des données, que ce soit pour représenter les résultats. C'est important que la communauté puisse s'impliquer. Je suis très flatté lorsque j'ai suivi Dr Jérémy qui a dit que la communauté doit être en amont, la communauté doit être aussi à la fin. C'est important aussi pourquoi? Parce que c'est important parce que ça permet aussi de valider les résultats. Lorsque vous faites une recherche dans une communauté, par exemple auprès des professionnels des sexes, par exemple auprès des PVV, et que vous faites ça d'une manière isolée. Et lorsque vous amenez les résultats, des fois les résultats là ne sont pas acceptés par la communauté. Et des fois les résultats, pour eux, ils ne trouvent pas ça que c'est pertinent. Donc ça aussi, c'est important que nous puissions intégrer, puissions renforcer, puissions aider la communauté à être impliquée. Mais ce que je voulais aussi ajouter dans l'engagement communautaire, c'est les liens sociaux aussi. C'est très important. Lorsque vous voyez un médecin qui est chercheur, investigateur principal, il s'assoit à côté d'une maman qui est par exemple collecteur de données et l'autre s'assoit à côté d'une personne vivant avec le sida, à côté d'une sage-femme. Tous ensemble, ils réfléchissent pour trouver une solution à un problème donné, ça crée cette cohésion-là, ça crée cette collaboration-là qui fait que euh, les acteurs sont ensemble, qui fait que les acteurs sont presque
regardent la même direction. Donc, c'est important que nous puissions vraiment intégrer la communauté. Mais je voulais soulever aussi autre chose. Lorsque vous intégrez la communauté, il faut veiller sur la sensibilité. La sensibilité, ici, je parle parce qu'il y a des communautés qui sont stigmatisées. Avant l'impox, ils étaient déjà stigmatisés dans notre communauté, mais l'impox est venu encore et ces groupes de communautés sont encore plus touchés par l'impox. Et lorsque vous faites des recherches auprès de ces communautés-là qui sont stigmatisées, c'est important de veiller sur la sensibilité de la communauté. Et c'est important de travailler sur la lutte contre la stigmatisation, la discrimination. C'est important de mettre en amont le droit humain, quelle que soit les conditions ou bien la particularité de votre pays, mais c'est toujours important de mettre la santé de la personne avant, de mettre le droit de la personne avant. Et lorsque vous travaillez avec la communauté, et que surtout avec la communauté qui sont plus stigmatisées, plus discriminées, c'est important que vous puissiez essayer de voir les acteurs qui sont là, est-ce qu'ils ont une information sur la stigmatisation? Est-ce que les données qui seront collectées seront gérées pour combien d'États? La confidentialité. Est-ce qu'on n'aura pas demain un pesanteur politique qui va demander de donner les informations de la personne que vous avez collecté les informations? Et ça, si vous ne jouez pas sur ça, vous allez encore ajouter notre nuisance à la personne qui sont déjà été, euh, été marginalisée. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à l'engagement communautaire. L'engagement communautaire dans la recherche, c'est une approche qui permet que nous, la communauté, nous gagnons et que vous aussi, vous gagnez par rapport à ce que vous recherchez. Mais au finish, c'est nous, la communauté, qui va gagner parce que nous avons fait ensemble un travail qui peut nous amener dans un changement dans notre communauté. Voilà un peu de mots ce que je pouvais dire par rapport à pourquoi c'est important, pourquoi c'est capital, que la communauté puisse être impliquée. Et cette implication-là, ça ne doit pas être symbolique. Cette implication-là, ça ne doit pas être une implication au niveau des collègues, parce que souvent, on nous implique d'une manière symbolique. Tout se fait en amont et on vient seulement, par exemple, pour nous questionner. Nous ne sommes que des répondants. Alors que nous pouvons être aussi des acteurs. Et ça renforce les capacités des acteurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui est communautaire, qui est collecteur de données, demain, il peut être superviseur. Et après, deux, trois, quatre études, il peut devenir un investigateur junior. Voilà l'importance d'impliquer la communauté dans la recherche. Et c'est un engagement qui est vraiment, vraiment important. Voilà un peu ce que je voulais apporter par rapport à ce que vous venez de faire comme document, qui est très important pour nous. Et nous remercions toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, depuis que vous étiez venus à Kinshasa pour la télé, et qu'aujourd'hui, nous avons ensemble un document. Et nous espérons, malgré quoi, le temps qui était parti pour faire une recherche rapide, pour trouver les solutions rapides, n'oubliez pas d'impliquer la communauté. Et si vous le faites, vous aurez les résultats les plus fiables et la communauté va avoir une solution qui est adaptée à sa communauté. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, César, pour ce que vous avez dit. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre. Vous avez vraiment été très clair sur l'importance de la mobilisation communautaire et que les communautés soient à la tête des recherches et des collectes de données. Je vois que dans le chat, nous avons reçu plein de questions sur la stigmatisation. Ouais. On parle de sensibilité des chercheurs qui parfois n'en font pas exprès, mais peuvent stigmatiser au cours de leurs activités. Et donc, c'est quelque chose dont nous parlons justement dans ces orientations provisoires. Merci beaucoup, César. J'aimerais maintenant me tourner vers Ferdinand. Ferdinand, vous avez travaillé sur la planification
et aussi sur la traduction de ce travail au sein de l'Institut national. Vous avez parlé des données probantes dont on a besoin pour que les ripostes soient plus centrées sur les communautés. Vous êtes confronté à de nombreux problèmes et j'espère qu'on vous a un peu aidé avec ce document. À vous la parole. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez tous les jours et est-ce que ces orientations provisoires vont vous aider? Merci, Nina. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Ferdinand Nsigamana du Burundi. Dans la recherche, en effet, il y a plusieurs difficultés. Certaines difficultés, je pense, vont être légèrement aplanies grâce à ce document. Vous savez, des fois, on se lève le matin et on se dit par où commencer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et on se dit par où je commence? Et puis le temps passe vite. Mais grâce à ces orientations provisoires, eh bien, c'est un peu un aide-mémoire de ce qu'il faut faire. Ça me permet d'entrer directement en matière et ça me permet d'économiser du temps parce qu'on trouve parfois des orientations pour régler des problèmes spécifiques. Parfois, un chercheur doit commencer sa journée par faire des propositions, préparer des soumissions et il se dit: «Mais je devrais faire autre chose». Parfois, vous rédigez une proposition et puis, vous devez recommencer parce que vous n'avez pas bien, suivi, la marche à suivre et donc, je pense que ces orientations provisoires vont être très utiles parce qu'elles vous disent quoi faire, et dans quel ordre et donc beaucoup moins de temps sera perdu. Alors ça, c'est pour le chercheur. Ensuite, pour la personne qui va obtenir, les données, eh bien, ça aide. N'oublions pas d'ailleurs que souvent, avant de commencer par toutes ces étapes, il faut se mettre toujours à la place de la personne qui va examiner ces données, qui reçoit tous ces documents et chaque document est différent. On reçoit tellement de documents dans des formats différents et donc parfois, on passe aussi beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'on attend de nous. Mais grâce à ces orientations provisoires, eh bien, on vous explique très clairement comment faire. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour celui qui va examiner les documents, qui va recevoir les données. On sait exactement ce qu'on attend de lui. Et j'espère que ces orientations provisoires vont faciliter la tâche et réduire le temps que l'on passe à préparer un document. Nous savons que nous avons tous des journées bien remplies et par conséquent, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps sera précieux. Le temps, c'est de l'argent et ça permet aussi peut-être de consacrer son énergie à faire, à se consacrer à d'autres tâches et donc pour cela, ce document est très utile. Donc pour moi, ces orientations provisoires constituent un guide, comme un aide-mémoire qui vont nous guider
dans nos activités quotidiennes. Je vous remercie. À vous la parole, Nina. Merci, Ferdinand. En effet, avec ce document, nous avons essayé d'avoir une approche pratique et d'être utile. Et donc, je vous remercie d'avoir partagé vos réflexions sur ce résultat final. Et d'ailleurs, votre implication dans le travail technique a été très importante. Gillian, je vais maintenant vous passer la parole pour nous donner la perspective des bailleurs. Bon, on sait pourquoi ce travail a besoin du soutien des bailleurs, mais pour vous-même, quelles sont vos réflexions par rapport. Alors moi, je suis, spécialisée aussi sur la recherche sociale et comportementale, donc je comprends l'importance des financements. Mais ici, je parle de l'autre côté. Nous pensons que la science comportementale est essentielle, dans la riposte aux flambées épidémiologiques. En tant que chercheur au Nord Kivu et en Afrique, de l'Ouest, je me suis rendu compte très vite que je devais comprendre comment les virus se protagent et comment, cela peut influencer notre riposte. Et c'est pour ça qu'il est très important, ce travail sur le mpox me l'a montré, il nous permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais de la science et de la recherche comportementale et sociale, ça prend du temps, ça nécessite beaucoup de ressources et malheureusement, c'est un domaine de la recherche médicale qui ne reçoit pas souvent les financements qu'il mérite. Et pour faire du travail de qualité, il faut prendre le temps, sinon on risque d'avoir, des réponses qui ne sont pas adaptées et par conséquent, le travail aura servi à rien. Et donc, un financement spécifique à la recherche comportementale est essentiel pour soutenir les chercheurs sur le terrain, maintenir les normes éthiques et s'assurer que le travail soit bien fait pour que l'on puisse réagir à temps et répondre aux besoins de cette riposte. Quand j'ai cherché des opportunités, notamment dans la sphère de la mpox, j'aurais bien voulu pouvoir vous parler, mais je savais à l'époque que la science comportementale et sociale, était le chemin que nous allions emprunter. À l'époque, on ne pouvait pas investir dans le développement de vaccins, nous n'avions pas assez d'argent pour ça. Mais comme moi-même, je suis chercheur en sciences comportementales, je me suis dit: «Ce serait très utile de pouvoir utiliser ces fonds de la bonne manière». Et donc je suis, ravie que de nombreux collaborateurs soient venus à la réunion de Kinshasa. Je suis ravie que nous ayons pu être inclus dans la préparation de ce document et je vous remercie et je suis reconnaissante à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. Pour nous, ces orientations provisoires et dans la continuité du travail qu'on a fait pendant la covid, en fait, cela aussi reflète nos ambitions qui ont s'engagé avec les acteurs au niveau mondial et régional et pour, influencer, des résultats, positifs. Alors, nous finançons d'autres projets, de recherche comportementale et sociale et ces projets sont conçus pour générer des preuves qui soient utilisables et notamment pour mettre fin à la flambée de mpox en RDC. Nous avons des des représentants qui travaillent avec les chercheurs locaux, avec les communautés et nous sommes très encouragés, par cette collaboration. Ces orientations provisoires envoient un message très important aux intervenants, aux décideurs politiques, mais aussi aux populations les plus touchées. Cela veut dire que oui, la science comportementale et sociale est importante. Il est important de donner la parole aux populations touchées, de faire entendre la voix des communautés qui est tout aussi importante que celle des laboratoires et des chercheurs et que notre objectif est d'avoir une riposte qui s'appuie sur la mobilisation
communautaire. Et donc, je suis ravie que l'on ait pu investir dans la science sociale et comportementale. Merci, Gillian. Merci pour votre soutien et votre plaidoyer pour ce domaine. Je remercie aussi tous les bailleurs qui ont soutenu le Wellcome Trust, notamment, ainsi que Global Health et EDCTP3, qui est un projet qui nous a permis d'assurer que toutes les études biomédicales portent aussi sur les pratiques médicales. D'ailleurs, quand on parle de la complexité de la riposte de Mpox et autres urgences, si on ne répond que avec des preuves biomédicales, on n'a qu'une perspective de la situation. Les vaccins ne sont utiles que si la vaccination a lieu. Nous savons que beaucoup de technologies ne peuvent contribuer que si elles sont mises en œuvre correctement, si elles sont acceptées par les communautés, si les communautés y ont accès, et on ne peut pas répondre à toutes ces questions sans prendre en compte les besoins et les réalités des expériences quotidiennes des populations les plus touchées. J'ai une dernière question pour les membres du panel, car on parle d'impact et ce travail doit avoir un impact et influencer les décideurs politiques, législatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le travail qu'on a fait sur la collecte de données, etc., puisse influencer les décideurs pour qu'au final, les populations puissent en bénéficier? Car c'est ça qui compte. C'est bien la contribution scientifique, mais on va avoir un impact sur le terrain. Quelles sont vos réflexions, Gillian? Oui, Gillian, c'est pour vous. Nous sommes très fiers que grâce à notre travail sur le Covid, Ebola et autres, la production de preuves de bonne qualité est importante. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler avec les communautés pour que l'on ait des actions et un impact sur le terrain. Il est important, d'ailleurs, nous avons un cadre de travail qui nous permet de mesurer notre impact. Mais comme je le disais, j'ai 4 éléments principaux à partager. Premièrement, il faut faire une recherche qui puisse répondre aux questions des communautés. Il faut répondre aux bonnes questions, mais il faut que le travail soit fait en amont pour poser les bonnes questions. Deuxièmement, nous pensons que les partenariats équitables sont essentiels quand on fait appel à des acteurs de l'humanitaire, mais des acteurs locaux aussi. Il faut que les questions soient approuvées par ceux qui vont utiliser les résultats. Il faut engager les acteurs principaux, les ministères de la Santé, les agences humanitaires, les organisations de la société civile, communautaires, doivent être présentes dès le départ. Parce que, au final, c'est elles qui vont faire le travail sur le terrain. Donc, c'est important de les avoir avec nous et d'utiliser toutes les plateformes. Il y a des mécanismes de coordination, il y a des groupes techniques et il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois, pas besoin. On peut utiliser ce qui existe déjà. Et quatrièmement, j'encourage toute la communauté des chercheurs des sciences comportementales de partager comment la recherche peut influencer le développement de politiques. Il faut être transparent sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. C'est une situation de gagnant-gagnant de savoir ce qui fonctionne ou pas. Et puis, nous, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est d'avoir des études d'impact qui sont disponibles pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire. Nous ne sommes pas limités parce que nous avons fait par le passé. Il y a tellement de place grâce à ces nouvelles orientations provisoires pour développer de nouveaux partenariats, développer de nouvelles approches. Il doit avoir un impact sur la riposte au Mpox, mais c'est aussi très utile pour d'autres aspects, d'autres exercices, lorsqu'il y aura d'autres urgences sanitaires qui se présenteront à nous, d'autres flambées épidémiologiques. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci, Gillian, ce que vous avez dit sur
Il est important parce qu'on a commencé notre travail sur le Mpox, mais voir comment on peut adapter ce travail à d'autres urgences sanitaires, notamment quand de nombreuses urgences n'arrivent pas de manière isolée, qui sont souvent présentes avec l'émergence d'autres flambées de rougeole, par exemple, ou de choléra. Je vais maintenant demander à Supriya de nous envoyer une autre question sur le Slido et nous dire s'il y a d'autres questions également. Alors, un autre petit sondage. J'ai une question à vous poser à tous. Vous avez entendu parler donc de ces orientations provisoires. Et pour vous, de quelle façon pouvez-vous appliquer ces orientations dans votre travail? Donc, premièrement, je vais pouvoir informer les stratégies d'engagement, de mobilisation communautaire. Je vais pouvoir faire du plaidoyer pour l'inclusion des données sociales et comportementales. On va pouvoir adapter les protocoles de recherche. Pas trop sûr, j'ai besoin de plus d'informations. Pas sûr, euh, faire de la formation dans les comportements sociaux, collaborer avec les chercheurs locaux ou les communautés. Donc, de quelle façon allez-vous pouvoir appliquer ces orientations provisoires dans votre travail? Alors, beaucoup d'entre vous disent que grâce à ces orientations, vous allez pouvoir contribuer au développement des stratégies pour la mobilisation communautaire. Je vous laisse encore répondre. Vous allez sur slido.com. Ce sondage, d'ailleurs, est ouvert jusqu'à demain. Vous avez le temps de répondre. Maintenant, je vais revenir à nos intervenants. Vous pouvez continuer à répondre quand vous aurez le temps à ces questions. Nina, vous avez la parole. Merci, Supriya. Je vous encourage vivement à répondre aux questions du Slido parce qu'on a besoin de vos impressions, de vos observations pour améliorer notre travail. Je vois beaucoup de questions aussi qui ont été envoyées dans le chat. Je vous remercie pour ces questions et sachez que euh, nous n'avons pas le temps de répondre à toutes ces questions, mais j'ai vu une question à laquelle j'aimerais répondre. D'ailleurs, César, c'est une question pour vous. La question est comment s'assurer que les groupes marginalisés ne sont pas stigmatisés davantage par la recherche médicale, les activités de recherche en cas de flambée. À vous. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le groupe ne soit pas de plus stigmatisé? La première des choses, c'est que les acteurs qui vont faire les études, les recherches, soient formés par rapport aux droits humains. C'est très important. Même des briefings sur les droits humains, c'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir des sécurités. Lorsque vous, des sécurités dans le sens de l'entretien. Est-ce que l'entretien que vous allez faire avec les groupes les plus marginalisés, vous allez le faire où? Le plus important, c'est d'intégrer les groupes, les communautés, les personnes marginalisées. Elles savent, elles vont vous dire pour telle enquête, pour telle interrogation, voici, nous nous réunissons dans tel endroit calmement. Donc, c'est très important. Au lieu que vous puissiez aller, soit vous les amener dans un centre visible où les gens vont les voir ou vont les stigmatiser, il faut les demander. Ils savent. Par exemple, moi, je vous dirais, voilà, nous nous rencontrons dans tel endroit, 5 personnes. Et vous allez vers ces gens là-bas. Et aussi, si vous questionnez une personne, vous pouvez faire la chaîne à travers la personne que vous avez questionnée. Est-ce que c'est possible d'avoir votre père qui peut accepter de participer à l'enquête? Essayez de mettre les garde-fous pour que la personne ne soit pas plus stigmatisée, discriminée. Mais aussi les gens qui vont poser la question. Et ces gens-là, parce qu'il y a des pesanteurs, surtout chez nous en Afrique, il y a des pesanteurs sociaux, des pesanteurs religieux.
Vous allez voir même quelqu'un qui vous pose la question, au lieu de se limiter à la question qu'il vous pose, il commence à vous donner des morales. Ou soit il commence à parler de Dieu. Ok, les gens qui vont faire la recherche, à part l'éthique, il y a certaines notions qui doivent intégrer des respects des droits humains. Ils doivent intégrer ça, que ça soit leur habitude. Voilà un peu deux, trois choses que les gens peuvent faire pour ne pas rendre encore plus vulnérable la communauté. Les intégrer afin qu'ils puissent choisir l'endroit où vous allez faire l'entretien et intégrer parmi les gens qui vont faire les collectes de données, les pairs. C'est très important parce qu'entre les pairs, il y a un degré de confidentialité plus élevé que si vous n'êtes pas les pairs. Voilà un peu trois mots que je peux ajouter par rapport à ça. Euh, Merci César. Merci César d'avoir une réponse aussi humaine, hein, de bons conseils pour que nous, en tant que chercheurs, pour que notre travail respecte la sensibilité de ces personnes. Je vous remercie. En fait, ce que vous dites, c'est il faut écouter avec humilité, avec humanité. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, nous devons être bien conscients que dans certains cas, quand les acteurs de la communauté nous disent c'est pas une bonne idée de poser ces questions, eh bien, je pense qu'il faut les écouter. Voilà. Merci beaucoup pour ce commentaire. Merci Ferdinand, merci Gillian d'être venu aujourd'hui avec nous. Je vous remercie tous pour vos contributions, vos remarques. Je me réjouis, hein, bien sûr, de continuer ce dialogue. Et d'ailleurs, pour tous les participants, je vous encourage à vous joindre à notre communauté de pratique. C'est une plateforme pour laquelle il faut être invité, qui permet de partager vos ressources, les expériences, l'expertise. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez vous renseigner sur ces orientations provisoires. Donc, il faut s'inscrire au lien. Vous voyez le lien qu'on vous a envoyé à l'écran. Il y a un code QR. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez et vous recevrez une invitation du Hive. Et c'est un lien qui vous permet de vous inscrire à cette communauté de pratique dans la ruche Hive. Nous avons d'ailleurs des réunions qu'on organise grâce à cette communauté de pratique. Il y a 3 autres réunions, des réunions qui ont lieu en français et en anglais. Je remercie tous les bailleurs, tous les bureaux qui nous soutiennent, qui nous permettent d'héberger cette communauté de pratique. Voilà, sur cette note, je crois que nous allons pouvoir conclure. Je vous remercie. Nous allons finir ce webinaire. Je vous remercie pour votre présence, pour les questions, pour votre participation. Un grand merci personnellement. Nedret, avez-vous des remarques de conclusion? Non, j'ai été ravie d'écouter ce webinaire avec un partage d'expériences très intéressant. Il faut créer d'autres plateformes de ce genre parce que la création de ce goût, de cet outil est très utile et c'est très utile pour les sociétés civiles et c'est très important pour les communautés. Merci Nedret. Merci à vous tous. Merci pour votre soutien, Nedret. Supriya, y a-t-il d'autres remarques à faire sur ce webinaire EpiWin? Nina, j'aimerais remercier tous les participants euh, qui nous ont rejoints des 4 coins de la planète. J'aimerais aussi vous rappeler que nous avons un autre webinaire la semaine prochaine, aussi sur le Mpox, mais d'une perspective différente. Si cela vous intéresse, rejoignez-nous. Je remercie Nedret, Jérémy, les membres du panel, euh, Nina, Gillian, Ferdinand, César.
Et puis, bien sûr, Olivia Tulloch en coulisses, Brian qui a géré la partie technique, les techniciens également qui nous ont aidés. Est-ce que j'ai oublié de remercier quelqu'un? Très bien. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Au Merci beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.